Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, ça devait être de parler de la santé mentale, de la notion de mouvement, dans une situation plutôt au quotidien, voilà, qui peut concerner tout le monde à certains moments de la vie, etc., sans forcément qu'il y ait de troubles psychiques associés, mais comment faire face au mouvement dans la vie quotidienne. Donc avec moi, j'aurai plusieurs intervenantes, donc je vais les laisser se présenter une par une. Alexia, alors du coup, moi je m'appelle Alexia Gillet, je suis psychologue depuis 5 ans. Je travaille en centre médico-psychologique donc pour l'hôpital de Bel-Air dans les Ardennes, uniquement avec un public adulte. Et à côté, je donne quelques cours à la fac de statistiques et de psychologie cognitive. Voilà. Merci. Gladys? Du coup, moi, je suis étudiante à l'université de Reims en deuxième année de licence psychologie et du coup, je suis principalement concernée par le sujet. Moi, je m'appelle Laura Marchand et j'ai fini une licence de psycho à Reims et je me suis engagée dans un service civique dans une association NACAI, du coup, lutte pour la santé mentale et le support. Donc, merci à toutes les trois d'être là aujourd'hui. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment va prendre forme cette table ronde. Donc, on va commencer par parler un petit peu de mouvement au sens auquel on attribue souvent, à savoir l'activité physique en général au quotidien. Qu'est-ce que c'est, comment la mettre en place, les bénéfices. Et puis ensuite, on parlera un petit peu des mouvements, mais plutôt au sens mouvement de vie, c'est-à-dire les choses auxquelles on va être confronté dans notre vie, qui sont à la fois attendues dans la vie d'une personne, et puis les choses inattendues, les situations de crise, les accidents, etc. Et comment on va faire pour qu'on passe à tout ça. Alors, si on commence déjà par le mouvement comme activité physique, qu'est-ce qu'on peut considérer comme de l'activité physique au quotidien, au-delà de la notion de sport à proprement parler? Alors, moi, je vais commencer par une petite définition. Vous allez voir, j'aime bien les petites définitions. Déjà, pour définir la notion d'activité physique, l'Organisation mondiale de la santé la définit comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. En fait, quand on parle d'activité physique, dans les articles scientifiques ou comme l'Organisme mondial de la santé, il y a 2 critères qui sont importants. C'est tout d'abord le critère de dépense d'énergie qui est supérieur de celle au repos. Ça, c'est le premier critère pour parler d'activité physique. Et le second critère, c'est la mobilisation de groupes de muscles, en fait. Et à partir de là, on peut parler d'activité physique. Alors, l'activité physique, ça regroupe le sport, comme le tennis, le foot, la danse. Mais ça regroupe aussi des choses comme le jardinage, porter ses courses, jouer avec ses enfants. Tout ça, ce sont aussi des activités physiques puisqu'elles mobilisent des muscles et puis on dépense plus d'énergie pour eux. Voilà, donc activité physique au sens large. Alors, bon, c'est le thème de la semaine d'information sur la santé mentale cette année, le mouvement. Donc, on sait que mouvement et santé mentale, ça va plutôt bien ensemble et il peut y avoir des bénéfices assez importants du mouvement sur la santé mentale. Il y a déjà eu d'autres ateliers aujourd'hui qui se sont consacrés à ça, mais si on résume un petit peu les effets bénéfiques de l'activité physique, Alexia? Alors, je vais encore faire des petites définitions. Déjà, je pense, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la notion de cognition, donc je voulais quand même définir ce que c'était qu'une cognition, déjà, avant de parler de l'activité physique. Les cognitions, les processus cognitifs, c'est un ensemble de processus mentaux qui nous permettent d'interagir avec le monde qui nous entoure. C'est très large comme définition parce qu'en fait, la notion de cognition, c'est quelque chose d'extrêmement large. Ça regroupe le langage, la mémoire, la rapidité de traitement, toutes ces choses-là. Et puis, il y a des fonctions cognitives qu'on appelle fonctions exécutives dont je voulais parler parce qu'on les retrouve beaucoup dans les études qui portent sur l'activité physique. Les fonctions exécutives, c'est des fonctions cognitives qui nous permettent de nous adapter à des situations nouvelles, à des résolutions de problèmes. Mes fonctions exécutives, c'est ce qui me permet de ne pas faire attention s'il y a du bruit au fond de la salle et de me concentrer sur ce que je suis en train de me dire. C'était l'inhibition. C'est le fait de passer d'une activité à une autre assez rapidement. Ça, c'est la flexibilité, le fait de planifier des choses. Donc, dans les fonctions cognitives, on a tout ça. Et ce qu'on retrouve de façon générale dans les études sur l'activité physique et la cognition, c'est un bénéfice de l'activité physique sur les processus cognitifs à tout âge de la vie et sur l'ensemble des processus cognitifs. Tout bénéfice. Ouais, c'est super.
L'activité physique qui est étudiée, ça peut être l'activité physique très cardio, en tout cas qui mobilise beaucoup l'activité du cœur, etc., comme faire du footing, du crossfit, que sais-je. Mais c'est aussi des activités physiques comme des étirements, comme des choses un petit peu plus douces. Tout type d'activité physique a des bénéfices sur les cognitions, notamment quand même beaucoup sur la mémoire et sur les fameuses fonctions exécutives dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je vais les définir un peu. Et les plus grands bénéfices, on les retrouve chez les enfants de 5 à 14 ans et chez les personnes âgées, mais chez les jeunes adultes, donc on parle là dans cette table ronde aussi. Et puis, par rapport aux bénéfices retrouvés, en fait, ils sont associés à des modifications de l'activité cérébrale. Je vais essayer de vulgariser un maximum, mais dans les études qu'on retrouve, ce qui est majoritairement observé, c'est une augmentation du nombre de neurones et puis de la connectivité entre les neurones après avoir pratiqué une activité physique régulière, notamment au niveau de plusieurs structures cérébrales. On retrouve aussi quelque chose qui est assez connu, c'est la libération de plein de petits messagers chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Je pense que vous avez tous entendu déjà parler de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines. Donc tout ça, c'est libéré juste après l'activité physique, ce qui peut provoquer un sentiment de bien-être. Et puis, on a aussi une modification du débit sanguin cérébral qui provoque une meilleure oxygénation du cerveau. En gros, je vulgarise beaucoup. Et c'est du fait de tous ces effets sur le cerveau, on peut retrouver un bénéfice de l'activité physique sur les cognitions et puis aussi sur le moral, sur l'humeur. Notamment, je finirai avec ce petit point quand même sur l'activité physique a un effet bénéfique pour prévenir et aussi pour guérir les symptômes dépressifs notamment. Ça, c'est ce qui est retrouvé dans pas mal d'études et aussi aide à mieux gérer le stress. Donc ça fait beaucoup d'effets au niveau cognitif. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui se demandent, est-ce que si je fais ça une fois dans l'année, ça me fait les mêmes effets que si je le fais tous les jours? Alors, évidemment, la régularité augmente tous ces effets, mais vous avez aussi des effets à court terme après une seule séance de sport. Vous avez peut-être déjà remarqué, voilà, effet euphorique, de bien-être, etc. Ça peut arriver après une seule séance. Autant commencer par une séance et puis pour ensuite potentiellement continuer après. Ok. Alors, donc ça, c'est donc tous les bénéfices que va nous apporter l'activité physique. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est dans la pratique, combien de Français font ça régulièrement? Alors, peut-être qu'on peut faire un petit sondage avant de donner les résultats des études. À votre avis, combien de pourcents de personnes en France ont au moins 150 minutes hebdomadaires d'une activité physique d'intensité modérée? D'accord, donc pas nécessairement une grosse séance de sport, mais vous transpirez quand même un petit peu. Au moins 150 minutes, donc ça fait 2h30 à peu près par semaine. À votre avis, combien par pourcent? Combien? Alors, si on fait on va faire par tranche d'âge, d'accord? On va commencer par les 18-39 ans. Donc plutôt jeune adulte. 30%. Donc ça, c'est les recommandations de l'OMS, c'est les trucs minimales pour être en bonne santé. Hein. Sans pouvoir. Donc, alors, pour les... C'est les recommandations, c'est comme manger 5 fruits et légumes par jour, d'accord, mais pour le sport. Donc, quelque chose que normalement on devrait tous faire, d'accord. Donc, j'ai entendu 40%, 35, 40. 35-40%. Ouais. Alors, déjà, c'est différencié entre les hommes et les femmes. Les hommes ont tendance à faire plus de sport que les femmes. Et aussi, si on prend la tranche d'âge 18-40 ans, ça fait combien à peu près, Alexia? Sur la tranche d'âge 18-40 ans, ça peut à peu près 60%. Hein. Voilà. Donc, c'est pas si mal. 70% les hommes, 50% les femmes. Ça, c'est les recommandations. C'est pas les non, ça, c'est ce que les gens font vraiment. C'est les sondages. Ouais, voilà. 40-50 ans. On est sûr, je les connais pas par cœur. Hein. Et moi, ça va faire le trou.
Non, mais c'est à peu près pareil. Hein, c'est à peu près pareil pour toutes les tranches d'âge. Et c'est en fait, C'est ce que j'ai dit. c'est à peu près pareil. Alors, il y a légèrement un petit peu plus, en fait, chez les personnes plus âgées, paradoxalement. Probablement parce qu'ils ont plus de temps et plus la motivation pour faire du sport. Voilà. Ils sont plus conscients. C'est ça, ils sont plus conscients des effets sur la santé. Donc, il y a des chances pour que... Voilà. Mais globalement, c'est pas... voilà. Si on regarde les femmes, notamment, il y a souvent la moitié des femmes qui atteint les quotas de l'OMS et à peu près 2/3 des hommes. C'est pas l'ensemble des personnes. Et justement, quels obstacles on peut rencontrer quand, par exemple, on est un jeune adulte, qu'on rentre dans la vie active et on essaye de continuer à faire du sport? Qu'est-ce qui peut poser problème? La première chose qui me vient à l'esprit, déjà, c'est la précarité financière, pour le coup, des étudiants qui est quand même, des étudiants et jeunes adultes qui commencent à entrer dans la vie active, qui est quand même très, très documentée. On sait que beaucoup d'étudiants, je crois que j'aime bien les chiffres, c'est 40% à peu près, je crois, qui cumulent un job étudiant et qui assurent leurs études en parallèle. Et du coup, cette précarité financière laisse quand même peu de temps assurer un job et ses études et faire une activité physique régulière toutes les semaines. Et ça semble quand même très compliqué, sachant que les priorités sont ailleurs, sont parfois dans le fait de se loger, se nourrir correctement ou réussir ses études. Donc la précarité et le manque de temps, ça me semble être deux obstacles quand même qui sont très importants. Gladys et Laura, vous avez... Gladys et Laura, vous avez d'autres choses aussi, des obstacles que vous rencontrez ou que vous avez déjà entendu être mentionnés par les gens pour intégrer de l'activité physique dans la vie quotidienne, ou vous aussi, hein, ça vous... Souvent, du coup, quand on est étudiant, on peut être amené à changer de ville. Et donc, on n'est pas forcément au courant de toutes les structures qui existent pour pouvoir justement en faire un moindre flou ou des choses comme ça, ou qui sont plus localisées du coup proches de chez nous. Donc, ça peut être aussi un obstacle, le fait de faire le pas de s'inscrire dans la structure. Si on la connaît pas, c'est plus compliqué, quoi. Gladys, quelque chose à rajouter Sur ça, je suis assez d'accord avec la précarité. Oui, parce que c'est à la fois un problème d'argent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont payantes, hein, l'accès au club de sport, etc. Et même quand c'est gratuit, ce qui est le cas pour les structures universitaires, par exemple, souvent le temps et même l'énergie manquent parce que beaucoup de choses d'autres à côté, que ce soit le travail, les études, la famille, si on a des enfants, etc. Tout ça, ça peut poser problème aussi. Alors, comment on peut faire du coup pour augmenter un petit peu son niveau d'activité physique au quotidien sans trop avoir sans trop que ça implique de temps ou d'argent, etc. Gladys. Du coup, par exemple, pour éviter aussi la précarité, on peut tout simplement se diriger dans des lieux à pied plutôt qu'avec les transports en commun. Donc, on économise le prix du transport et en plus, on augmente notre dépense énergétique. Bien sûr, quand c'est des trajets faisables et qu'on a du temps. Après, on peut utiliser un vélo aussi quand on a l'argent pour et tout simplement qu'on ne soit pas restreint physiquement. Ou on peut tout simplement, par exemple, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. C'est plein de petites choses du quotidien qu'on ne pense pas forcément faire, on ne le fait pas. Et c'est dommage parce que ça ne nous fait pas perdre de temps au final. Enfin, généralement, vous arrivez avant que l'ascenseur, on le escaliers. Donc voilà, plein de petites techniques qui, cumulées, en fait, peuvent nous faire relativement facilement atteindre en fait les seuils, les fameux seuils recommandés par l'OMS. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, mais voilà, ça fait des petites choses à penser. Donc ça, c'était plutôt pour la partie, voilà, le mouvement au sens je vais bouger. Mais des fois, c'est pas vraiment nous qui bougeons, c'est la vie autour de nous qui bouge, d'accord? Et puis on va avoir plein de choses qui vont nous arriver devant. Comment on va faire face, hein? Déjà, quel changement de vie on peut rencontrer? Encore une fois, si on se met dans la position d'un jeune adulte, mais pas forcément, hein, des gens de tout âge, les changements attendus, on va dire, les choses qui arrivent généralement dans la vie des gens, mais qui constituent un certain mouvement, un certain bouleversement de nos habitudes, de nos repères.
Laura. Du coup, pour reprendre le truc des étudiants, en éloignement du cercle familial, quand on est amené avec le magnifique Parcoursup à déménager toute la France alors qu'on ne l'a pas forcément choisi, premièrement. Et une fois qu'on a déménagé, devoir se recréer tout un cercle d'amis, devoir se réintégrer soit dans les clubs de sport, soit dans ces nouvelles classes, dans les associations d'étudiants qui peuvent exister. Donc, c'est de devoir se recréer un nouvel entourage finalement. Il y a aussi un gros pic de maturité, on va dire, de gagner en autonomie en gérant un peu sa vie tout seul, que ce soit ses courses, son organisation du quotidien, les tâches ménagères, où souvent, quand on habite encore chez nos parents, pour certains ont la chance de ne pas avoir à s'en préoccuper. Du coup, ça arrive en même temps que la vie étudiante, donc en plus des cours, etc. Et c'est les principales choses, en plus le budget, du coup, à gérer également. Donc, il y a des idées là dans le public aussi de choses auxquelles on peut être confronté, alors pas forcément un peu plus tard dans la vie ou dans d'autres circonstances, des choses qui sont attendues. En général, la plupart des gens vont passer par ça, mais qui sont source de bouleversement. Ouais. Une grossesse ou l'arrivée d'un enfant dans... Voilà, par exemple, c'est déjà un gros truc. Voilà, et puis même, il peut y avoir même à des autres âges de la vie, quoi. Le fait de passer à la retraite, par exemple, le fait de changer de travail, le fait d'avoir une relation amoureuse, de s'installer avec quelqu'un. Enfin, il va y avoir plein de choses comme ça qui vont remettre en question nos repères. Alors, Gladys, quel type de difficultés plutôt de l'ordre socio-économique peut rencontrer dans ces situations de changement? Bon, après, c'est des choses qu'on a déjà un petit peu évoquées avant, hein, les aspects notamment financiers. Du coup, par exemple, il y a l'aspect, justement, on a parlé tout à l'heure, où quand on est étudiant, on a peu de moyens financiers. Et par exemple, même si on aimerait manger certaines choses, tout ça, on n'a pas accès à ce qu'on aimerait manger. Donc, on se met vite à le manger ou pas, manger des pâtes. C'est une réalité. Même si les pâtes, c'est bon, en quantité modérée. Ouais, si des exemples. Il y a un appartement qui peut contenir soit comment dire, qui rentre dans notre budget et qui correspond à nos exigences en termes d'être proche de son lieu d'études, par exemple, ou proche de son travail si on en a un, ou proche des moyens de transport en commun, des choses comme ça. Ça peut être, ça peut peser aussi dans la balance du moral, de la santé mentale, etc. Et au niveau social, notamment. Avec le déménagement et se recréer un cercle, c'est que un cercle social, j'entends, c'est le fait qu'on va souvent pouvoir reproduire celui qu'on avait avant pour éviter qu'il nous manque trop, mais c'est pas possible d'avoir un truc à l'identique. Donc, il y a aussi l'isolement social du fait d'être éloigné de ce qu'on connaissait déjà, qui va créer un manque en plus de devoir faire de nouvelles connexions. Voilà, on peut faire face à beaucoup d'aspects à la fois au niveau social, au niveau financier, etc., qui peuvent compliquer la vie. Et au niveau psychologique, alors, Laura, qu'est-ce qu'on peut avoir comme difficultés qui sont rencontrées par les gens qui font face à ces changements-là? Dans tout changement en général, l'humain n'aime pas trop ça, donc ça va souvent provoquer du stress et de l'anxiété sur comment appréhender justement ces nouvelles étapes de la vie finalement. On peut avoir aussi des grosses pertes de motivation, justement parce qu'on se dit qu'il y a trop de charges, que de toute façon on n'y arrivera pas, donc on perd l'objectif final de vue. Et justement, à cause du coup de la charge, on peut avoir aussi une perte une peur de l'échec et une peur de l'échec, surtout pour les étudiants avec les partiels, etc. L'enjeu de valider un diplôme. Et même pour reprendre l'exemple de la grossesse, on peut avoir plusieurs peurs pas d'échec, mais de ne pas remplir un rôle social attendu, etc. Donc ça peut être aussi, ça peut vraiment peser sur la santé mentale. Et comme on a pu le dire précédemment, une perte de repères en général. Donc,
Et dans la balance de la santé mentale, on a un peu, on alourdit le plateau des difficultés et on a plus qui peut nous aider à les gérer. Donc, ça décuple les difficultés. Ok. Alors, donc ça, c'est des réactions que chaque personne peut avoir face à un changement. Voilà, stressé par rapport à un déménagement, par rapport à une rupture, par rapport à un nouvel enfant, par rapport à beaucoup de choses. Mais quand est-ce qu'on peut se dire que peut-être que ce que je suis en train de ressentir, ces difficultés psychologiques que j'ai, ben, c'est plus vraiment juste quelque chose, une réaction normale et attendue dans ma situation, et que ça devient potentiellement pathologique. Du coup, Gladys, Bah, du coup, ça devient assez pathologique quand ça impacte, quand ça impacte durablement notre quotidien, à tel point que bah, on ne fonctionne plus comme on fonctionnerait normalement. C'est-à-dire qu'on ne réalise plus les tâches de la même manière. Et nos échanges avec les autres qui sont totalement différents, mais dans le mauvais sens, malheureusement. Et aussi quand ça impacte d'autres sphères de la société, c'est-à-dire quand ces changements, ils vont même aller impacter le social. Imaginons, on trouve un boulot, justement, pour subvenir à ses besoins. On va beaucoup s'éloigner de sa sphère amicale parce que on va avoir moins de temps pour les sorties, tout ça. Les amis, on va sortir. Et à force des refus, ils ne proposent plus et c'est comme ça qu'on se retrouve très vite seul, en fait. donc voilà, hein, c'est peut-être déjà arrivé ce genre de situation où voilà, tu as un changement, ensuite choses qui vont disparaître, des relations amicales, amoureuses, familiales, etc. Et l'idée, c'est que ça devient potentiellement pathologique, là où il faut peut-être penser à essayer de voir si on va avoir une prise en charge par un médecin, par un psychologue, etc. C'est quand ça dure, voilà. Et au-delà du facteur qui a déclenché la chose, par exemple, j'ai une séparation. Alors, c'est normal que je sois pas bien pendant je sais pas, quelques mois, etc. C'est attendu, c'est une réaction normale face à ce qui m'est arrivé. Mais si ça dure pendant 3 ans et que j'arrive pas à m'en sortir, je pense qu'à ça prend de la place dans toutes mes sphères de ma vie, etc. et que je veux m'isoler, etc. Là, ça devient pathologique. D'accord? La limite entre les deux n'est pas forcément facile à trouver, mais il faut arriver à trouver un moment où peut-être là, c'est le moment où il va falloir que je cherche de l'aide. Alors, quelle solution on peut envisager pour essayer de minimiser les difficultés, ce stress, cette anxiété, ces altérations de l'humeur, cette solitude face à des mouvements de vie? Alors, pas forcément les enlever complètement, hein, mais les réduire un petit peu. Ce que vous avez décidé. Déjà, pour les personnes qui ont tendance à beaucoup stresser, on peut tout simplement se faire des listes où on prévoit ce qu'on a besoin. Par exemple, pour un déménagement, ça peut aider de prévoir tout ce qu'on a besoin, tout ça pour être rassuré. Ou juste pour garder du lien social, on peut se faire un espèce de planning où on essaie justement de caser des moments où on va faire du sport, où on voit les gens. Comme ça, on est sûr que c'est le moment où on voit quelqu'un et ça réduit l'anxiété qu'on peut avoir. Après, tout simplement, on peut garder des traces, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mur de photos. Je sais bien que beaucoup d'étudiants ont ça, un mur de photos qui nous rappelle un peu nos années lycée, tout ça, et se dire, bon, finalement, je suis peut-être pas tout seul parce que ces amis sont encore là, ou ces moments-là, je peux encore les faire. On peut garder des traces, si je peux dire, pour nous rappeler des bons souvenirs. C'est ça. Et puis aussi, ça peut nous aider à se rappeler la manière dont on a réagi. Par exemple, face à aussi quelque chose de négatif qui nous arrivait avant, garder des traces sur comment on a réussi à s'en sortir, pour que si jamais ça nous arrive de nouveau, on puisse réutiliser ce qu'on a appris la dernière fois. Ça peut être une autre possibilité. Laura et Aïcha, vous avez d'autres exemples de choses comme ça En tout cas, à titre personnel, je trouve que ce que Gladys a dit, c'est sur le fait de programmer aussi des moments de plaisir, c'est quelque chose de hyper important.
Nous, c'est ce qu'on va préconiser quand on fait une psychothérapie, hein, ça va être vraiment de trouver les ressources de la personne, donc de les avoir à l'écrit, d'avoir des photos aussi quand c'est des ressources de personnes. Ça me semble primordial et surtout de prévoir des moments avec une activité qui fait qu'on se sent bien, qui fait qu'on retrouve un petit peu de sens aussi parfois, qui est en dehors de, je sais pas, des moments où on étudie, en dehors des moments où on travaille. C'est extrêmement important pour le coup pour favoriser une humeur qui est plutôt stable. En tout cas, on peut aussi le faire sans être forcément dans un parcours de psychothérapie. Moi, du coup, c'était plus sur le deuxième point, donc garder une trace écrite un peu. Je sais que moi, ça m'aide beaucoup de pouvoir pas identifier les schémas qui se répètent, mais un peu les indices qui m'ont amené dans certaines situations où ça pourrait m'aider à éviter de me retrouver dans le futur ou comme Madame Montel a dit, de dire, comment dire, les choses qui nous ont permis de sortir de cette situation-là. Donc, je sais que c'est ce que je fais et que ça m'aide pas mal. À tester si jamais. Est-ce que vous auriez, alors ça c'est un petit peu plus, mais si par exemple on est dans un moment de crise, vraiment, on est particulièrement anxieux, et voilà, là ça va vraiment pas, je peux pas mettre les stratégies que j'utilise d'habitude pour planifier, etc. C'est trop urgent, voilà, ça va vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Laura, est-ce que vous pouvez me donner des petites... Il y a pour pallier un peu au stress et à l'anxiété. Je sais qu'il y a pas mal de techniques de respiration, de relaxation qui peuvent se faire soit avec des audios, soit carrément avec des applis qui essaient de suivre un peu, enfin, d'imposer du coup le rythme à suivre avec son souffle pour aider à le calmer. Je sais que moi, ça m'aide pas trop. C'est ça, ça dépend des personnes et ça dépend du degré d'anxiété aussi. Si vous partez avec un niveau très haut, ça va pas suffire, mais ça peut aider dans certains cas. Du coup, essayer d'identifier assez précisément ce qui a pu déclencher un inconfort, etc., pour soit pouvoir l'éviter avant que ça se produise, soit résoudre le problème qui arrive. Et ce qui me permet de tâter l'association avec laquelle je suis en service civique qui propose une ligne d'écoute du coup, pour essayer de parler des problèmes, ne pas rester seul face à ça. Et on sait que souvent, ça peut vraiment aider. Et du coup, l'association c'est Nightline. Il y a une page internet nightline.fr si jamais vous voulez aller voir. Et l'action principale, c'est une ligne d'écoute la nuit, les moments où il y a des psychologues où les proches ne sont pas forcément disponibles pour pouvoir aider, pouvoir vider son sac à ce moment-là où c'est pressant, quoi. Voilà. Ça peut être aussi une solution. Oui, alors je précise juste que Nightline, c'est réservé aux étudiants spécifiquement parce que c'est des étudiants qui répondent aux appels et qui écoutent. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes fichu si vous n'êtes pas étudiant. Il existe d'autres lignes d'écoute qui fonctionnent sur le même principe. Donc, si y en a qui sont intéressés, on pourra en parler, mais du coup, les plus connus, si on peut les citer, SOS Amitié, Suicide d'écoute, Fille Santé Jeune pour ceux qui sont moins de 25. Je ne sais plus la limite, mais enfin, bref, voilà. Il existe des lignes d'écoute, mais ce n'est pas forcément pour les personnes qui n'ont pas de proches à qui parler de ce qui se passe. C'est juste que des fois, il y a aussi des difficultés qui sont difficiles à évoquer avec nos proches pour des raisons X ou Y, et ça peut aussi servir ce genre d'écoute. D'accord? Si on passe maintenant, alors imaginons que du coup, donc ça c'était plutôt les mouvements de vie, on va dire attendus, hein, voilà, un déménagement en général ça arrive au moins une fois dans la vie, mais des choses imprévues, des choses qu'on ne peut pas anticiper et qui vont nous tomber dessus comme ça et qui souvent peuvent être très douloureuses. Donc est-ce que Laura, vous pouvez nous donner des exemples de ces changements imprévus? Changement de vie de rôle, d'entrée, soit dans les moments de crise, on a plus pas ça de la question, plus des trucs négatifs dont on va parler, donc des potentielles ruptures amoureuses ou amicales, des problèmes de santé qui peuvent nous arriver à nous, soit à quelqu'un de très proche, donc qui vont nous toucher pas de la même manière, donc qui vont nous toucher beaucoup quand même. Des troubles psychologiques qu'on peut soit diagnostiquer à un moment donné ou on n'a pas forcément on n'a pas forcément le diagnostic, mais qui vont quand même impacter notre vie. Et
Une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, une crise sanitaire, il va perturber le fonctionnement. Voilà, comme ça, pour imaginer ce qui pourrait se passer. Et du coup, dans ces cas-là, quel type de difficultés on peut retrouver, notamment en tant que psychologue, qu'est-ce qui peut arriver pour des gens qui sont confrontés à ces situations, Alexia? Plein de choses. Type de troubles en fait psychopathologiques. Je vais plutôt parler de troubles moi parce que les personnes que je vois souffrent de troubles psychopathologiques en général. Notamment chez les jeunes adultes, on trouve beaucoup de troubles anxieux quand même. Donc anxiété sociale, troubles paniques où il y a des grosses crises de panique qui arrivent. Et puis aussi beaucoup de troubles de l'humeur, notamment d'épisodes dépressifs caractérisés aussi. Parce que le changement, c'est inévitable. En revanche, quand il y en a trop d'un coup, et c'est souvent le cas quand même dans les parcours des 18-25 ans, il y a à la fois le changement de lieu, comme tout ce qu'on a cité tout à l'heure en fait, le changement d'endroit, on n'est plus lycéen, on devient étudiant ou bien on devient travailleur. Tous ces changements-là, avec d'autres changements imprévus qui peuvent arriver, ça peut faire un gros boom. Et à ce moment-là, on a quand même plutôt des réactions d'anxiété, de stress, un isolement dont vous parliez tout à l'heure aussi qui peut se produire, ou l'entrée dans d'autres troubles, des troubles d'usage de substances par exemple, des troubles du comportement alimentaire. Enfin, on a tout un tas de difficultés psychiques qui peuvent arriver et face auxquelles c'est important de ne pas rester seul. Alors là, du coup, là, on dit que, par exemple, l'entrée dans des troubles caractérisés, par exemple, des troubles dépressifs, anxieux, etc. Donc, ça peut survenir à la suite d'une crise, donc vraiment, voilà, un deuil, une rupture, quelque chose de vraiment très fort dans la vie de la personne qui est imprévu. Mais il y a aussi des cas, quand on peut le rappeler, où la personne est dans un état de vulnérabilité, voilà, les structures, les fondations sont pas très solides. Et des fois, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement grave qui va arriver à la personne et qui va déclencher une dépression ou un trouble anxieux, etc. Des fois, c'est juste la goutte de trop qui va entraîner, du coup, la personne, elle va engager une dépression. Alors qu'au final, l'événement en question n'était pas très important, du moins pour les proches, etc. Il n'y a pas forcément de compréhension sur pourquoi c'est ça qui a fait sortir la dépression chez la personne. Mais souvent, c'est parce que voilà, une vulnérabilité et tout va s'accumuler jusqu'à ce qu'un jour, il y ait ce petit truc en plus qui fait qu'on peut passer. Voilà, même si c'est souvent à la suite de changements brutaux et imprévus qu'on peut rencontrer ces troubles-là, c'est aussi des fois juste une accumulation de choses. Alors, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais encore une fois, il y a des choses qui sont attendues dans un moment de crise. Par exemple, si vous avez un deuil, il y a des réactions qui sont attendues. Encore une fois, qu'est-ce qui fait que, si on prend l'exemple d'un deuil, qu'est-ce qui fait qu'on va passer au-delà d'une réaction normale par rapport à un deuil et que ça devient potentiellement pathologique? Alors, ça va être globalement la même chose que tout à l'heure, mais... Après, en fait, tout ce qui nous touche à une vie pathologique, on va dire, c'est dans tous les cas, ça a un impact durable. En fait. En général, quelque chose de pathologique, ça se traduit par ça, c'est quelque chose de durable dans le temps. C'est pas juste quelque chose qui va durer une journée, voilà, tout va bien. C'est vraiment quand ça a un impact durable sur notre quotidien et sur les autres sphères de notre vie. C'est ça. Dans tous les cas, voilà, ce qui est important, c'est que ça devient potentiellement problématique quand ça fait longtemps, quand plus qu'à ça dans ma vie et que ça touche tous les aspects de ma vie, etc. Mais par exemple, le fait de se sentir déprimé, triste, très anxieux suite à un deuil, ça, c'est une réaction qui est considérée comme normale et attendue dans le cadre d'un événement comme ça. C'est pas forcément pathologique en soi. D'accord ? Dernière petite chose, qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans une situation de crise psychique? Donc, situation de crise, ça veut dire, voilà, là, ça va vraiment pas maintenant. Les trucs que je fais d'habitude pour me calmer, ça n'a pas marché. Vers qui est-ce que je peux me tourner dans ces cas-là? Alexia. Il y a plusieurs interlocuteurs. Bon, déjà, le premier, c'est un peu bateau, mais c'est les proches quand même. Quand on a qui sont proches de nous
et qui sont plutôt bienveillants, de préférence. Le premier interlocuteur, c'est les proches. Quand on est dans une période de crise, la crise, je pense que ça se définit aussi par une diminution de la capacité de réflexion, pour le coup, sur ce qui nous arrive. Et donc, parfois, avoir quelqu'un qui juste pose un petit peu les choses, nous aide à analyser ce qui se passe et nous aide aussi à savoir vers qui nous tourner en tant que professionnel, par exemple, c'est extrêmement important. Après, cette réponse un peu bateau des proches, on a aussi les structures de santé, finalement, de façon générale. Le premier interlocuteur, quand même, très souvent, c'est le médecin généraliste, le médecin traitant, qui connaît souvent les personnes, parfois depuis longtemps, et qui a aussi plutôt un bon réseau en général, et qui sait où rediriger les personnes. Donc, le médecin traitant, c'est un peu le coordonnateur des soins, quoi. Donc, ça peut être un interlocuteur privilégié. Quand on en a un dans la ville où on est arrivé, parce que parfois, quand on change de ville, Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui nous connaît, Ouais. mais ouais, parfois ça arrive sur des grosses villes. En plus, les disponibilités sont pas toujours là, mais bon, voilà, il y a quand même le médecin traitant, il joue un rôle important. Bon, bah, je vais parler des structures où je travaille. On a aussi les centres médico-psychologiques qui sont des structures gratuites qui dépendent de l'hôpital public, vers lesquelles tout adulte pardon, de plus de 18 ans peut se diriger. Il y a un parcours de soins un peu typique. Alors, je ne sais pas si dans toute la France ça se passe comme ça, mais en tout cas, nous, dans les Ardennes, l'accueil par un infirmier spécialisé en psychiatrie se fait très rapidement, dans les à peu près 2 semaines. Et dans ces lieux, on peut aussi accéder à des psychologues et à des psychiatres. Et souvent, les temps d'attente ils sont un peu plus longs. C'est le problème du public, c'est que c'est gratuit, mais les temps d'attente peuvent être plutôt... voilà, les CMP sont de très bonnes ressources. Le problème, c'est que du coup, des fois, c'est un peu les seuls qui sont là, donc les temps d'attente sont assez longs, mais ça vaut quand même le coup Il y a une adresse précise. Ça dépend de l'adresse où vous habitez. Oui, C'est un on n'est pas fait, hein. C'est un Alors, en fait, Il y a une course à dans le. oui, c'est ça, il y en a 3 ça différents. dépend du lieu d'habitation parce qu'il y a des secteurs en psychiatrie et du coup, on ne peut pas aller voir n'importe quelle personne dans le public. Souvent, il faut respecter un certain schéma géographique. Sur Internet, s'il vous plaît, je me suis sur Internet, quand je cherche sur Internet, vous pouvez trouver, l'acronyme c'est CMP et vous pouvez chercher CMP Marne ou voilà, et vous aurez le truc. Le mieux, essayez quand même de passer d'abord par votre médecin traitant. Mais voilà. Oui, on peut y aller sans la du médecin traitant. Et sans référence, mais c'est mieux quand même d'avoir. le CMP, ça Centre médico-psychologique. vous en avez un en face de Carnegie, non? La bibliothèque Carnegie, il n'y a pas un CMP en face? Je connais pas. Centre Artois, Centre Ville, Claire, Marin, je ne saurais pas vous dire parce que je connais pas très bien Reims, mais en tout cas, voilà, avec votre médecin traitant, il saura exactement où. c'est 3-4 points d'attente. Il faut lui demander si on a besoin. Ouais, c'est ça. Le plus tôt possible, le mieux, malheureusement, mais oui, voilà, c'est. Le mieux, c'est quand même d'avoir une lettre du médecin traitant ou du psychiatre pour pouvoir avoir des pièces en plus dans son dossier, etc., que ce soit traité. Voilà. On a aussi tous les libéraux, du coup, je ne l'ai pas dit. Oui, bah voilà. Mais là, on a parfois le problème du coup d'accessibilité financière, même s'il y a des systèmes de remboursement, mais il y a plus de psychologues qui sont inclus dedans, il me semble. Si vous avez une mutuelle, vous avez souvent une partie des consultations qui sont remboursées. C'est souvent pas l'entièreté de la consultation, mais c'est déjà ça. Il faut avoir une lettre envoyée par le médecin pour avoir un rendez-vous avec. Avec qui? Il me semble, oui, avec le personne. Non, gentil. Ah non, c'est avec les spécialistes, en général, En général, de manière générale, si vous avez une aide de vos médecins, c'est mieux. Parce que spécialiste, il faut avoir un test. c'est ça. Pour aller voir un psychiatre, vous n'avez pas besoin d'une lettre de référence de votre médecin. C'est une des rares spécialités comme avec le gynécologue où vous avez besoin de lettres d'adressage. Mais si, c'est mieux quand même si vous en avez une parce que votre médecin traitant, il a tout votre historique, etc. Donc il a quand même des informations.
pour le dispositif. Là, du coup, je crois que ça s'appelle la non-subventive. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, pour les jeunes, il y a des séances qui sont remboursées. Et du coup, il faut passer par le médecin traitant. Donc, qui envoie vers un psychologue qui dit s'il y a besoin du traitement. Et après, le médecin prescrit le traitement avec le psychologue. C'est un peu long et compliqué. Et du coup, c'est pour ça que c'est en fait pas très accessible. Mais voilà, mais dans tous les cas, souvent, le premier relais reste le médecin généraliste qui peut ensuite vous orienter selon vos besoins, etc. Ok. Alors, on a terminé un petit peu le tour de ce qu'on avait à dire. Si vous avez des questions, je sais pas, Laurie, on a du temps encore ou pas? Bon, oui. Oh oui. Il n'y a personne derrière vous, donc. Mais je sais pas, c'est fermé. On a combien de temps? Il me reste combien de temps là? Ça ferme à 19h. Ok, bon, bah, on a un moment, si vous avez des questions, des remarques, vous voulez partager certains aspects sur ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas. Si jamais il y a des étudiants qui ont besoin, sur le site de Nightline, il y a un annuaire qui répertorie en fonction de votre votre géolocalisation, en fait, tous les CMT, les psychologues qui existent autour de vous, en fait, pour que ce soit plus facile d'accès. Je sais pas s'il y a des questions, du coup. Et pourtant, de Nightlight, c'est bénévole ou c'est des étudiants qui sont formés à l'équipe active et qui sont bénévoles. Oui, voilà, sur ce temps. Mais du bénévolat, voilà. Mais c'est un bénévolat cool. Oui. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, des remarques? Et ben, dans ces cas-là, je vous propose de clore cette journée. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Voilà, peut-être que vous pourrez assister à d'autres événements dans le cadre de la semaine de la santé mentale. C'est encore pendant un petit moment, il me semble. Et voilà. Laurie, tu veux rajouter quelque chose? Non, juste, bah oui, je crois que c'est jusqu'au 19 ou jusqu'au fin. Ok. Ou jusqu'au 20. Donc voilà, il y a CSM. Il y a le programme sur toute la Marne. Donc, si jamais vous êtes pas loin, ça se passe ailleurs. Et voilà, donc nous, c'était un plaisir de venir parler un petit peu avec vous. Et on reste un petit peu si vous avez des questions à poser à certains des intervenants en off. Voilà, merci. Oui, vraiment, j'ai pas la liste en tête, mais sur Internet, il y a le programme, c'est sûr.